Bonjour! Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, j'aime bien vous proposer quelques petites choses qui s'éloignent des dramas de temps en temps, comme par exemple, qu'est-ce que j'avais là? Oui, traite des bugs de légendes urbaines, ça j'avais trouvé très intéressant. Ou un pic d'activité cérébrale intrigue les scientifiques. Que ressent-on lorsqu'on meurt? Eh bah oui, ce n'est pas du drama, ça se voit, hein. Au niveau des vues, c'est pas grave du tout. Moi, ça m'intéresse, donc j'en parle. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des jeux vidéo et surtout de la traduction des jeux vidéo parce que c'est quelque chose dont, enfin, personnellement, j'entends pas beaucoup parler et c'est vrai que quand je joue aux jeux vidéo, alors je choisis souvent forcément en français. Quand il n'y a pas, je choisis en anglais et pour Zelda, dès que je peux, je choisis en japonais pour les dialogues. Comment se passe la traduction d'un jeu vidéo? Comment est-ce qu'on traduit en français les noms des attaques pour un jeu par exemple du style de Dragon Ball ou Naruto ou ce genre de choses? Deux traducteurs ont été interviewés pour parler de leur expérience. Alors j'ai pas encore lu, je l'ai lu vite fait, mais pas dans l'intégralité, cet article. Donc je vous propose de le découvrir ensemble. La traduction est un milieu vaste et plein de surprises, celui des jeux vidéo est quant à lui assez mystérieux. C'est un travail minutieux qui demande savoir et adaptation. Pour guider cette explication des différentes étapes nécessaires à une bonne traduction, Emmanuel Pettini et Vanessa Nakamura, tous deux traducteurs, nous font part de leur expérience. Alors, quel parcours mène à la traduction? Comme on peut s'y attendre, nos deux traducteurs ont suivi des études de langue. Avant de s'y intéresser de plus près, il est important de noter que, à moins que le texte original soit en anglais, tous deux traduisent directement du japonais vers le français. Emmanuel Pettini commande d'ailleurs, c'est souvent ce qui rend mon profil attractif. Pour des raisons logistiques, il est possible que certains projets ne trouvent pas toujours assez de profils japonisants. Ce lien direct entre le français et le japonais est donc un véritable atout pour se faire une place dans le milieu de la traduction. Vanessa Nakamura détient une licence en japonais accompagnée d'un an d'échange à l'université de Kyushu ainsi qu'un master 1 de traduction langue anglaise et d'un master français langue étrangère. Voilà. On commence pas ça avec rien. Emmanuel Pettini, quant à lui, a commencé le japonais après le lycée en suivant lui aussi un cursus d'apprentissage de la langue comprenant un an au Japon à Hirosaki. À son retour en France, il a par la suite obtenu un DEA, diplôme d'études approfondies, sur l'animation japonaise. Enfin, un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées de traduction audiovisuelle, qui existe toujours aujourd'hui sous la forme d'un master. Donc c'est vrai que j'ai déjà vu un des gens, je juge pas du tout, attention, je précise tout de suite, je ne juge pas, qui disait oui, je veux faire des cours de japonais au lycée ou à l'université pour ensuite devenir traducteur. Bon, ça se fait pas comme ça, il suffit pas juste de faire quelques cours en université ou quoi pour ça. Il faut vraiment que ce soit des études poussées et surtout pour faire des choses intéressantes. Là, ils sont traducteurs dans les jeux vidéo, enfin, personnellement, je trouve ça très intéressant. Moi, ça m'aurait beaucoup plu de faire ça. Durant son parcours, Emmanuel Pettini a pu travailler au sein de la Toei Animation, ça c'est pas rien, où il a par exemple relu et supervisé près de 300 épisodes de One Piece. Il fut aussi journaliste puis rédacteur en chef du pôle Japon, j'allais dire Pôle emploi, pour la chaîne de télévision No Life. Suite à cette expérience, il a ensuite repris Feu No Life d'ailleurs, ça a fermé depuis bien longtemps je crois. Suite à cette expérience, il a ensuite repris principalement l'adaptation pour le doublage français d'animés japonais, en particulier pour Crunchyroll. Il a par exemple pu récemment travailler sur l'adaptation pour le doublage du film Suzume de Makoto Shinkai, sorti le 12 avril dernier, mais aussi la traduction notamment de romans, séries ou encore de jeux vidéo. Et ben dis donc, c'est un très beau parcours qu'il a là, le monsieur. Je ne le connaissais pas du tout, Emmanuel Pettini donc. Le déroulement d'une traduction. En fonction de la taille du jeu vidéo, il met nécessairement plus ou moins de temps à être traduit. Cependant, pour les plus gros projets, le travail s'étale sur plusieurs mois, voire même plus d'une année. C'est donc un travail de longue haleine. Bien qu'une partie du processus se fasse de manière indépendante, la traduction est aussi un travail d'équipe. C'est pourquoi il est important de désigner un chef de projet qui servira à harmoniser l'ensemble. Cette pluralité est utile pour la relecture du travail, mais aussi pour prendre des décisions qui peuvent nécessiter plus de réflexion.
Toutes les décisions de traduction, un terme qui pose problème, un jeu de mots intraduisible, une chanson par exemple, sont prises ensemble, ce qui donne parfois lieu à de longues discussions, explique Vanessa Nakamura. C'est vrai que les traductions des chansons, c'est quelque chose, hein. C'était qui? C'était Link the Sun, hein, qui faisait ça, qui montrait un petit peu les traductions. Il avait une vidéo ou plusieurs, je ne sais plus, qui montrait la différence entre une traduction de chansons Disney québécoise et française. Et finalement, c'était la québécoise qui se rapprochait le plus du texte original. Pour effectuer le travail, des logiciels sont utilisés. Ces derniers peuvent varier d'une société à l'autre. Certains sont développés en interne, d'autres peuvent avoir recours à des logiciels du genre MemoQ qui permet de gérer plus simplement le travail collaboratif ou les révisions des différentes versions. Enfin, parfois, cela peut être tout aussi bien un simple tableur Excel dans lequel il faudra mettre sa traduction dans la cellule voulue, ajoute Emmanuel Pettini. Pour ce qui est du processus de traduction en lui-même, le plus long reste les dialogues, particulièrement dans les JRPG. En particulier si la traduction est doublée, alors si la discussion est en fond lorsque le joueur passe, ou bien si c'est une cinématique cruciale au scénario, elle ne demandera pas le même travail de traduction dû au besoin de synchronisation. Emmanuel Pettini détaille que, pour une prise de vue réelle, on a tendance à dire qu'il faut 1 heure pour adapter 1 minute de dialogue en doublage. Toute tâche mène à son lot de difficultés. Évidemment, la traduction n'est pas simple et mécanique. Certaines situations rencontrées mènent à des problèmes et des questionnements pour réussir à offrir aux joueurs l'expérience la plus authentique possible. Une difficulté propre à la traduction de jeux vidéo est due à un haut besoin de confidentialité. Emmanuel Pettini confie: la confidentialité est parfois telle que les traducteurs eux-mêmes n'ont pas le droit de dire sur quel titre ils ont travaillé et ne sont pas crédités au générique de fin. Celle-ci entraîne un cruel manque de contexte qui peut vite amener à des complications. Souvent, il faut traduire à l'aveugle, car la traduction se fait en même temps que le développement du jeu lui-même. Les images ne sont parfois pas encore prêtes, et les textes peuvent changer de multiples fois pour s'adapter aux changements de scénario en cours de route, éclaire Vanessa Nakamura. Emmanuel Pettini lui raconte. Pour ma part, en ce qui concerne un titre comme Final Fantasy VII Remake, auquel j'ai participé, surtout sur le début du jeu, je travaillais sur des éléments quasiment finalisés. J'étais dans un processus de doublage assez similaire à d'autres œuvres. Mais quand on rattrape la production avec des éléments encore en cours de production, le plus dur est alors souvent le manque de contexte et de visualisation. Si on a une réplique isolée sans indication de qui parle, il faut faire attention par exemple à ne pas mégenrer un personnage. Et ça, justement, parce qu'il traduit du japonais, et ça c'est très embêtant en japonais quand on n'a pas le contexte. Parce que il n'y a pas cette notion de féminin, masculin, même de pluriel, singulier, il n'y a pas ça. Pas vraiment. Et du coup, c'est vrai que quand on n'a pas le contexte, c'est très compliqué. Quelquefois, il n'y a même pas la notion du sujet. On ne sait même pas si la personne dit je, tu ou quoi. On ne sait pas de qui il parle. Donc, sans contexte, j'imagine à quel point ça peut être vraiment compliqué. Cette situation mène d'ailleurs à des coquilles inévitables, comme la fois où, lors de la sortie de Grandia HD Collection en 2019, quand en version allemande, le mot Miss pour manquer a été traduit par Fräulein, mademoiselle à l'écran. Ah bah oui, forcément. Ah bah oui, la Fräulein. Si le manque de visuel crée une contrainte, la tâche ne se facilite pas pour autant une fois que l'on a accès aux images. Pour des sous-titres ou des dialogues, des textes devant s'inscrire dans des cadres ou des menus, il y aura des contraintes de place et de lisibilité, explique Emmanuel Pettini. Mais aussi, il n'est pas sans oublier que le travail de traduction comprend le doublage. Pour un doublage sur des cinématiques qui voudront respecter la synchro labiale, les contraintes sont assez lourdes et peuvent obliger à adapter fortement le texte. Bah oui, si la bouche bouge en fonction de mots japonais pour faire coller ça avec des mots français, ça va être extrêmement compliqué. Et là aussi, il parle de contraintes de place. Vous écrivez quelque chose en japonais, vous écrivez la même chose en français, le français va prendre 2 lignes de plus parce que le japonais est très restreint niveau place. Et d'ailleurs, j'avais toujours trouvé que c'était vraiment pas juste sur Twitter, parce que les japonais, dans un nombre de caractères limité, peuvent écrire tellement de choses, alors que nous, bah pas du tout, parce que eux, un kanji, c'est un mot, mais ça prend qu'une place, enfin qu'une lettre, on va dire, pour Twitter. Alors que nous, pour écrire le même mot, ça prend plusieurs lettres. C'est vraiment pas juste. Voilà, ça m'énerve. Alors, pour immerger les fans d'un univers déjà existant, il est aussi nécessaire de respecter le cadre établi précédemment.
Ce besoin de cohérence avec une autre réplique ou une autre œuvre apporte encore une nouvelle difficulté. Emmanuel Pétini ajoute: il peut y avoir des consignes du développeur ou autres, ainsi que la présence ou non de bibles littéraires qui vont cadrer plus ou moins la traduction. Il faut respecter le naturel de la phrase à traduire, mais des références culturelles, certains effets, par exemple dans un cadre comique, peuvent amener à prendre plus de liberté et obliger à plus de créativité. Car oui, la traduction demande aussi une part de créativité. Si elle n'en nécessite évidemment pas autant que le processus d'écriture originale, il ne faut pas non plus la laisser de côté. Vanessa Nakamura avoue: personnellement, j'aime beaucoup me creuser la tête pour trouver des noms d'attaques ou d'équipements un peu stylés ou rigolos. Certains obstacles qui peuvent du folklore japonais qui existent entre guillemets, ou si ce sont des noms propres. Le texte japonais a souvent des noms de bêtes qui indiquent ce qu'elles sont ou comment elles attaquent. Il ne ferait aucun sens pour des francophones qui ne parlent pas japonais de garder le même nom. Bah, Pikachu, il s'appelle Pikachu en français, hein. Et Pika, ça vient de Pika Pika qui veut dire étincelant en japonais. Fushigi Dane, Fushigi mystérieux et Tane, graine, parlerait beaucoup moins gardé tel quel que Bulbizarre par exemple. Et en effet, c'est ce dont a pu témoigner Julien Bardakov, créateur des noms français des premiers Pokémon, au cours de son interview pour Neo TV. La traduction de tous les noms des Pokémon ont demandé beaucoup de travail et surtout de créativité. Réussir à garder l'esprit des différents personnages tout en réussissant à résonner dans celui du public français ne fut pas une mince affaire, ça j'imagine. En tout cas, ils ont fait du très bon travail, j'aime beaucoup les noms des Pokémon. Enfin, en tout cas, les 150 premiers. De toute façon, je connais pas les autres. En somme, comme le dit Emmanuel Pétini, il n'y a malheureusement pas de recette magique. Il n'y a pas un algorithme secret qui permette d'avoir une traduction créative, respectant les contraintes voulues, proche de la VO, avec toutes les nuances possibles. D'ailleurs, alors rien à voir avec ce que je viens de lire, mais pour Zelda, comme je joue en japonais, Hyrule, c'est Hyrule. Enfin, c'est comme ça qu'ils le disent, Hyrule. Donc c'est Hyrule. Alors que j'avais aussi toujours dit pendant des années Hyrule, les Japonais, eux, disent Hyrule. C'est un travail qui demande de s'adapter constamment. Le tout est de réussir à écrire un texte qui est tellement naturel que les gens qui le lisent pensent que c'est le texte original. Garder les intentions de la langue de départ est très important, mais écrire un texte fluide et naturel l'est tout autant. Et cette balance inclut alors toutes les difficultés qui ont été évoquées. Seulement, c'est bien ce périlleux équilibre entre art et science qui fait tout l'intérêt de la traduction. Eh bien, dites-moi, est-ce que la traduction vous intéresse? Du japonais au français, ou de l'anglais, ou n'importe quelle autre langue? Que vous avez déjà pensé à travailler dans la traduction, ou est-ce que vous faites actuellement des études de langue pour, à terme, être traducteur? Et sinon, dites-moi aussi dans les commentaires en quelle langue vous jouez aux jeux vidéo. Est-ce que vous jouez toujours tout en français ou est-ce que vous aimez bien avoir la langue originale quand vous jouez, histoire d'être un peu plus bon, bien sûr si vous la comprenez, ou au moins avec les sous-titres, histoire d'être un peu plus proche de l'original. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!